suis asiatique, laser africain, et donc laser va parler sur l'esprit de Bandung puis l'Afrique, et puis moi, il m'a demandé de parler de l'Asie, le décollage économique asiatique après l'ère de Bandung, etc., etc. Voilà, donc je vais en parler. Mais avant cela, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est l'esprit de Bandung. Voilà, donc si on peut résumer l'esprit de Bandung sous 3 points. Premier point, c'est un appel à la coexistence pacifique entre les nations. Deuxième point, c'est un appel à la libération vis-à-vis de l'hégémonie des superpuissances. Et troisième point, c'est un appel à la solidarité envers le peuple colonisé, faible, affaibli par l'ordre du monde du jour. Voilà. Et donc, est-ce que ces 3 points, c'est déjà rempli? Et donc, on voit maintenant, le monde est encore caractérisé par les guerres, l'exploitation, la domination, les morts affamés, etc., etc. Donc, les 3 points sont encore très pertinents dans la situation aujourd'hui. C'est pourquoi, avec des amis africains, asiatiques, compris l'Asie qui c'est beau, on organise tout au long de 2009-2010 une série de manifestations qu'on appelle 55 Bandung 55. Donc c'est un chiffre magique, 55 Bandung 55. C'est une série d'événements dans le cadre de commémoration du 55e anniversaire de la conférence afro-asiatique de Bandung. Et donc on a commencé déjà des activités en Indonésie, au Maroc, à Paris, au mois de novembre. Et là, je suis récemment rentré de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, donc c'est à Paris. Et le mois de mars, une conférence au Havre. Et le mois de juin, probablement à l'UNESCO avec l'ambassade d'Indonésie. Et puis le sommet sera en Indonésie le mois d'octobre. Voilà, donc si vous êtes intéressé à ce projet de rassemblement des mouvements des sociétés civiles afro-asiatiques et européens, vous pouvez me voir et je vais vous donner des renseignements. Voilà. Alors donc, je vais parler maintenant de l'Asie après l'ère de Bandung. Voilà. L'ère de Bandung, je n'ai pas inventé ce mot. L'ère de Bandung, c'est Samir Amin qui a utilisé souvent ce mot-là. Sur le plan socio-politique culturel, l'ère de Bandung, marquée par des échanges intensifs afro-asiatiques, notamment sponsorisés par les États militants, les États militants du mouvement afro-asiatique, donc l'Inde, l'Indonésie, l'Égypte, le Ghana, Guinée, Tanzanie, etc. Et donc il y avait une série de conférences organisées dans le cadre de mouvements afro-asiatiques à Bandung, bien sûr, puis au Caire en 1958, puis à Conakry en 1960, à Moshi en Tanzanie en 1963, en Algérie en 1965. Je ne sais pas s'il est réalisé, j'ai oublié, mais c'était prévu, 65 en Algérie. Voilà. Et donc, il y a tout un projet de rapprochement afro-asiatique, donc c'est ce qu'on appelle, ce que Samir Amin appelle l'ère de Bandung. Et puis ce mouvement s'est transformé en mouvement non aligné avec la conférence de Belgrade en 1961. Donc, étrangement, Tito, qui est de Yougoslavie, entrait dedans. Donc il y avait du coup, donc, 1961, le mouvement non aligné, fondé par l'Égyptien Nasser, l'Indien Nehru, l'Indonésien Sukarno, le Ghanéen Nkrumah et le Yougoslave Tito. Et puis également des associations stratégiques comme association des journalistes, association des artistes, association des écrivains afro-asiatiques, etc., etc. Il y a des échanges assez intensifs entre des personnes professionnelles mentionnées de l'Afrique et de l'Asie. Et sur le plan économique, cette période est marquée par la tendance socialiste ou communiste. Dans tous les pays dont j'ai cité tout à l'heure. Et d'après Samir Amin, cette période allait donc de 1955 jusqu'à la chute du mur de Berlin 1989. Alors, de ma part, personnellement,
en réalité, cette ère de Bandung est plus courte que ce que dit Samir Amin. Elle arrive, la fin de l'ère de Bandung, elle arrive à peu près 15 ans après la conférence de Bandung. En 1970, exactement. Marquée de façon frappante et symbolique par la mort, dans la même année, de deux figures majeures du mouvement afro-asiatique, l'Égyptien Nasser et l'Indonésien Sukarno. Et vous connaissez les circonstances qui précèdent la fin de la vie de ces deux grandes personnalités du mouvement afro-asiatique de Bandung. Nasser, donc, il est arrivé à sa fin tragique après la défaite arabe dans la guerre arabe-israélienne en 1967. Et puis, 3 ans plus tard, il est mort, remplacé par Anwar Sadat. Et Sukarno, donc, a été renversé en 1965 par Général Suharto, qui est soutenu par les États-Unis. Et il n'est pas mort directement assassiné comme il a été mentionné dans le discours inaugural, mais il est mort après le renversement par Suharto en 1965. Et on connaît la suite. Donc symboliquement, en Égypte comme en Indonésie, en Égypte, par la mesure économique, ce qu'on appelle Infitah, Benjamin connaissez bien, l'ouverture vers l'Occident, vers les investissements étrangers, etc. Et de même qu'en Indonésie, avec ce que Suharto appelle l'ordre de renouveau, c'est-à-dire la fin du communisme, l'interdiction du marxisme, communisme, le léninisme, le maoïsme. Les communistes ou sympathisants des communistes ont été massacrés, donc il y avait entre 500 000 jusqu'à 1 million de communistes, sympathisants communistes ont été massacrés en Indonésie sous le régime de Suharto. Et puis l'ouverture de l'Asie ou de l'Indonésie vers les investissements étrangers, ouverture de l'Indonésie en tant que marché des produits industriels, etc., etc. Donc voilà. 2 minutes. D'accord. Donc après l'ère de Bandung, voilà donc, après l'ère de Bandung, c'est-à-dire à l'époque de Suharto en Indonésie, Sadat en Égypte, mais aussi donc plusieurs pays asiatiques, est marqué, guidé par le principe de stabilité et sécurité nationale afin de permettre le développement économique. Ces stabilités et sécurité nationale ont été assurées de façon militariste et impliquent des mesures suivantes. Dépolitisation de la société, donc tous les partis politiques ont été issus, répression de la liberté d'expression et d'association, les étudiants, contestataires, emprisonnés, etc., etc. L'omniprésence des militaires dans les fonctions civiles, il y a des ministres, des militaires qui sont des ministres, des chefs d'entreprise d'État, etc. Puis la montée de la technocratie, donc des technocrates dépolitisés qui sont employés comme ministres, gérer le développement, etc. Et les impacts positifs, si on peut dire, impact positif, la croissance économique, donc l'Asie décolle, l'Indonésie décolle, Singapour, la Corée, les Philippines, tous sont sous le régime militariste, militaire, et ils sont décollés. Et puis l'augmentation, bien sûr, du niveau de vie. Mais les impacts négatifs, bien sûr, le décalage entre les pauvres et les riches, puis la corruption et l'avortement des activités de solidarité afro-asiatique. Donc il n'y a plus d'activités de solidarité afro-asiatique. Alors maintenant, donc, mais cette ère va terminer, à mon sens. Cette ère après Bandung, le décollage économique asiatique et le désolidarisé afro-asiatique, etc., va terminer pour plusieurs raisons. Première raison, les crises économiques récurrentes du système ou du modèle capitaliste avec Mexique 84, asiatique 97, récemment commencé par les États-Unis. Donc ces crises vont remettre en cause le modèle économique. Deuxième point, la croissance économique asiatique elle-même fait que le Nord, ou les pays riches, l'Europe, les États-Unis, le Japon,
ne seront plus suffisants comme source et marché. Et donc, les pays asiatiques en décollage, ils vont chercher ailleurs, parce que l'Europe, l'Amérique, le Japon ne seront plus suffisants. Donc, ils se jettent sur l'Afrique pour approvisionnement des matières premières, mais aussi pour vendre des produits industriels. La troisième raison, c'est la prise de conscience des problèmes globaux, notamment dans les pays asiatiques démocratiques, où les mouvements de la société civile sont très importants, comme on a